Bonjour, nous allons au cours de l'heure qui va venir animer un webinaire un partenariat entre Fenergo et la Revue Banque. Et l'objectif, c'est de travailler, d'essayer de comprendre au périmètre du KYC et essentiellement pour les corporates, quel est l'impact des mauvaises habitudes. Il y a certaines pratiques, certains process qui sont imposés et qui généralement ont un impact sur les coûts opérationnels, les coûts IT, la conformité. Et c'est ce type de questions, sur lequel on va travailler au cours de l'heure qui va venir. Et je vais commencer par demander à mes co-participants de se présenter eux-mêmes. Merci Fred. Bonjour à tous, Jean-Christophe Cabot. Je suis l'adjoint au directeur de la lutte anti-blanchiment à l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en charge de contrôler le bon respect des mesures de lutte anti-blanchiment, gel des avoirs, par l'ensemble des entités qui sont contrôlées par l'ACPR, du secteur de la banque, de l'assurance, les cryptoactifs, etc. Bonjour à tous, Moustapha Bouzizoua. Je suis Head of Compliance au sein d'HSBC pour la partie dédiée aux policies, donc aux politiques, pour la région Europe continentale. Voilà. Bonjour à tous, je suis Bertrand Salvin, responsable de la sécurité financière du groupe Société Générale. Et bonjour encore, mon nom est Frédéric Kahn et pour Fenergo, je suis responsable de l'Europe du Sud. La première chose avec laquelle j'aimerais commencer, c'est premièrement peut-être de définir qu'est-ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes se classent en quelques catégories très simples. La première, c'est le fait pour un établissement bancaire de ne pas être conforme. La deuxième mauvaise habitude, c'est l'impact sur des process, sur des coûts opérationnels ou des coûts IT, peut-être un manque d'automatisation qui font que c'est un coût réel mesurable pour les établissements bancaires. La troisième, c'est parfois une diminution de l'expérience client, et donc ce qui peut mener à un taux d'abandon. Et le dernier point, c'est le coût d'opportunité, parce qu'il est très clair que plus le process KYC, plus le process d'onboarding pour un nouveau client, pour un nouveau produit prend du temps, et plus il y a un risque pour que le client, finalement, commence à traiter avec une autre organisation. Et des statistiques qu'on peut avoir, on sait que quand c'est le cas, ce client va donner à peu près 60 à 80% de son activité à la première banque qui pourra répondre positivement. Avant de commencer ce débat, ce que j'aimerais faire, c'est parler un petit peu d'une étude que Fenergo réalise chaque année. C'est une étude qui demande à peu près 1100 Chief Operation Officer, Chief Compliance Officer et Chief Risk Officer, quel est de leur point de vue les coûts qui sont relatifs à cette activité-là. Et on se précise ou on se focus plus particulièrement sur le cadre des investment banks et plus particulièrement les clients corporate. Et c'est une étude qui a été réalisée à travers la zone Asie-Pacifique, les US et l'Europe. On a fait la première version de cette étude en 2022 et ce qu'on va vous montrer dans les secondes qui viennent, c'est l'évolution sur 2023. Et plus particulièrement, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y avait une augmentation significative tant du coût de la gestion des KYC, et donc au sens large, et dans le cadre de cette discussion, quand on va parler de KYC, on va parler du KYC pour de l'onboarding, du KYC pour les revues périodiques, du KYC pour ce qu'on appelle de temps en temps le product provisioning, c'est-à-dire qu'un client a été onboardé pour un type d'activité donnée et il veut étendre cette activité-là, et aussi les activités qui sont relatives à l'offboarding. Et donc, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'en 2023, il y a une augmentation sensible, en moyenne pour les clients middle risk, de 17% du coût d'onboarding. Et en parallèle de ça, ou peut-être d'une manière relativement corrélée, ce qu'on a vu, c'est que ça prend également de plus en plus de temps pour pouvoir mener à bien ces process-là. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, il y a deux éléments qui sont principaux. Le premier, c'est qu'on voit que c'est de plus en plus cher, et c'est de plus en plus cher notamment pour les banques qui déjà devaient investir à un certain niveau dans la réalisation de chacun de ces KYC. On est à un coût moyen qui est aux alentours de 2500 $ par KYC pour un risque médium. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui étaient dans la frange du milieu
on va dire, ont eu une augmentation assez significative, parce qu'on voit que c'est là où ça passe de 15 à 20%. De la même manière, quand on regarde quelle est la distribution du temps pour réaliser un process KYC, on voyait que majoritairement, pour les établissements bancaires, ça, et encore une fois, pour les clients corporate, c'était dans un range qui était de 30 à 60 jours, de 1 à 2 mois, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est majoritairement plutôt 4 à 5 mois. Et donc, il y a tout un ensemble de raisons, et peut-être qu'on pourra en parler, mais c'est vrai qu'il y a un contexte géopolitique qui a changé. Il y a un effort de la part des régulateurs pour être de plus en plus présents qui impacte ça, et je crois qu'il y a un peu le fear factor, c'est-à-dire que le risque pour les établissements bancaires de non-conformité, c'est un risque de réputation, c'est aussi un risque financier, puisqu'il y a des pénalités qui sont de plus importantes, et je crois que ça nous donne une bonne transition, en fait, pour passer peut-être à cette première question. C'est que, Jean-Christophe, on a vu que aujourd'hui, on est dans le cadre de la 5e directive de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et si entre 2022 et 2023, on sait que, ou on a vu qu'en France, le nombre d'amendes tendait à diminuer, on reste à 75% dans des problématiques KYC. Oui, tout à fait. Merci, Fred. Effectivement, là, en reprenant les sanctions prononcées par la CPR entre 2020 et 2024, on a eu prononcé 22 sanctions pour un total d'environ 24 millions d'euros. Alors, la sanction, c'est qu'une petite partie de l'activité et du coût lié à la lutte anti-blanchiment. Là, je ne parlais que des sanctions lutte anti-blanchiment, effectivement, qui font l'essentiel de nos sanctions. Mais au-delà du montant de la sanction, il y a évidemment toutes les mesures de remédiation qui sont à mettre en place par l'établissement sanctionné pour remédier aux situations qui ont causé la sanction. Et là, on peut être dans un rapport qui peut aller de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on peut devoir mettre en place 10 fois le montant de la sanction en mesure de remédiation, en acquisition de nouveaux outils, de revue du KYC, de recrutement de personnel, mise à jour des procédures, etc. Mais là encore, c'est qu'une partie de l'activité de la CPR, c'est-à-dire qu'au-delà des sanctions, on a d'autres mesures qui peuvent être des mises en demeure, là aussi qui vont avoir un coût, parce qu'il s'agira de mettre en place des dispositifs de remédiation aux manquements observés. Cette mesure n'est pas publique, à la différence de la sanction, mais n'empêche que les mesures sont bien à prendre. Et puis, autre élément, on a le pouvoir, et nous le faisons de temps en temps, de limiter temporairement l'activité d'un établissement jusqu'à ce qu'il remédie à ses manquements de KYC en matière de lutte anti-blanchiment. Donc là, évidemment, le coût il va être assez direct parce que pendant tout le temps de la remédiation, qui va elle-même coûter de l'argent, il y a l'impossibilité de, selon les cas, d'ouvrir de nouveaux clients à des comptes français, de développer une activité avec un certain créneau, de développer une activité vers une zone géographique, etc. Et puis évidemment, là on parle de la 5e directive, mais la 6e directive et le règlement qui l'accompagne vont bientôt entrer en vigueur. Et là on aura également tout un encadrement prévu des sanctions disciplinaires, alors avec des critères qui seront assez encadrés pour mesurer la gravité des manquements, et donc associer le montant de la sanction à la gravité des manquements, qui seront précisés par des textes de niveau 2, techniques qui seront encore à adopter. Et puis surtout un élément qui est assez intéressant, peut-être à avoir en tête, c'est que dans le montant de la sanction, il est prévu qu'il peut aller jusqu'au double du gain ou du profit réalisé par l'absence de mise en œuvre des mesures de lutte anti-blanchiment. Donc là, ça peut reboucler avec une décision récente de la Cour de cassation qui a jugé que c'était une distorsion de concurrence de ne pas mettre en place des dispositifs anti-blanchiment. Très bien, je vous remercie. Et je crois que justement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est parce que ce que vous évoquez, c'est un incentive vraiment dans cette zone de passage vers la 6e directive pour chacun des établissements bancaires de faire plus, parce que ça va être plus compliqué de démontrer qu'à la fois on a les bons process, mais surtout ça va être beaucoup plus pénalisant si on ne les a pas. La première question justement que j'aimerais faire, et Bertrand, peut-être vous pourrez commencer par répondre, c'est en termes de politique, surtout quand on est un grand établissement international, il y a 2 optiques principales, ou 2 possibilités principales. La première, c'est de dire qu'on va avoir une approche globale du KYC, et donc on va demander à chacun des clients
de répondre à un ensemble de questions et de fournir un ensemble de documents qui vont leur permettre d'être compatibles avec n'importe quel cas de figure, quelle que soit leur localisation, quel que soit le type de produit qu'ils veulent traiter. Quand on fait ça, ça prend plus de temps, ça prend aussi plus cher, et puis ça a un impact sur l'expérience client, parce que finalement, ils se retrouvent à devoir fournir tout un tas d'informations plusieurs fois, et dans des délais qui sont parfois longs. La deuxième optique, c'est de répondre à ça par une approche qui est plus locale, c'est-à-dire point par point, de s'assurer qu'on est en conformité. Le corollaire de ça, c'est que ça demande parfois aux clients de faire plusieurs fois la même chose. Et on peut prendre l'exemple d'un client qui serait onboardé à la fois à New York avec votre New York, à Paris avec votre Paris, etc. Il y a tout un tas d'informations qu'on va lui demander de faire plusieurs fois. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce thème-là? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique à cette question, d'une part parce que vous avez commencé à l'évoquer, il y a différents types de métiers qui peuvent appeler des réponses différentes. Quand vous faites du business, la banque de détail, dans chacun des pays avec des petites contreparties, des clients particuliers, le risque, effectivement, le risque lié à des relations transfrontalières et des relations avec plusieurs entités du même groupe dans le monde est plus faible que lorsque vous avez une activité de wholesale banking avec des grands corporates ou des institutions financières. Et puis peut-être la deuxième aspect qui justifie que la réponse ne soit pas forcément totalement homogène, c'est que une politique globale ne signifie pas forcément que vous allez appliquer exactement les mêmes normes partout. Ceci dit, je suis quand même plutôt partisan des politiques globales, d'une manière générale, ce qui ne signifie pas naturellement qu'il va falloir ensuite, au-delà de cette politique globale, qui va fixer un minimum applicable partout dans le monde à l'ensemble des entités qui appartiennent au groupe. Mais une politique globale qui fixe un minimum standard applicable à tout le monde pour différentes raisons. La première priorité qui est celle de la conformité en termes de supervision vue de la maison mère, en termes de pilotage consolidé. C'est quand même plus simple de superviser des entités qui appliquent le même socle de règles de base que des entités qui auraient chacun leur propre corpus normatif qu'il faudrait s'approprier depuis le siège. Ceci est d'autant plus important que, et ça a été encore confirmé par l'arrêté du 6 janvier 2021, que le superviseur demande à l'entité mère, à son responsable groupe sécurité financière, de s'assurer que les principes groupes sont appliqués localement et que, si nécessaire, les add-ons qui sont liés à la réglementation locale sont également bien pris en compte, sont bien pris localement. Donc en termes de conformité, ça simplifie. La garantie de conformité est plus élevée, me semble-t-il, avec des politiques globales fortes. Deuxième élément de coût, celui-ci pour moi aussi est très largement en faveur de politique globale, parce que si vous avez une politique globale, vous allez pouvoir mettre en place des processus et un outillage de ces processus qui va être global. Les mêmes outils de screening des personnes politiquement exposées, par exemple, les mêmes processus qui supportent les diligences KYC, etc. Et donc, je pense qu'en termes de coût, les politiques globales sont plus bénéfiques qu'une très forte décentralisation ou une forte autonomie laissée aux entités locales pour définir leur corpus normatif. Et puis, au moins pour les business de la banque de gros, le wholesale banking, le troisième élément, vous l'avez évoqué, c'est l'expérience client. Et effectivement, la politique globale permet d'éviter que le client qui a ouvert un compte à New York, qui veut en ouvrir un autre à Hong Kong ou à Londres, qu'on ait à lui demander beaucoup de choses supplémentaires qu'il ne comprendrait pas, alors qu'il a déjà eu un KYC, une green light en termes de KYC dans l'entité locale. Donc pour toute cette raison, moi je pense qu'une politique globale, évidemment, qui définit ces minimums standards, qui laisse de la place, évidemment, aux spécificités locales, notamment en matière de documentation KYC, mais qu'on sait que les exigences locales peuvent être différentes, est importante. Alors, sur l'argument de concurrentiel qui est de dire lorsqu'on est dans un pays où le minimum standard du groupe serait largement plus élevé que les normes locales, évidemment, peut-être qu'on peut se dire sous le strict angle de la conformité aux obligations, il n'y a pas de difficulté, mais au-delà de la conformité réglementaire au sens strict, ce qu'on veut éviter tout de même, c'est que nos entités locales hébergent
ou d'héberge des clients fraudulés, des activités frauduleuses. Et donc, même si les standards sont plus élevés que ce qui est imposé localement, à la fin des fins, c'est bien l'intérêt de la maison mère, dans un pays européen par exemple, d'imposer des standards qui soient assez stricts et qui soient assez largement conformes à ceux de sa maison mère, quel que soit le pays où on opère. Dernier point, la 6e directive, au moins sur le périmètre européen, va aller clairement dans ce sens de politique globale, puisqu'avec le règlement qui remplace la directive, le Single Rule Book, par construction, les règles vont s'harmoniser. Christopher, vous avez un Tout point à fait, de vue ? non. Je pense que Bertrand a couvert l'essentiel. Je pense que la valeur ajoutée se situe dans la convergence des politiques, naturellement, avoir un minimum standard. Par contre, surtout quand il s'agit d'avoir une maison mère en France avec une politique qui serait de toute façon par définition au regard de la réglementation en vigueur. Vous citiez à juste titre l'arrêté du 6 janvier 2021. On a également les lignes directrices de mars 2020 sur le pilotage. Je pense que c'est essentiel d'avoir cette typologie de documentation. Mais par contre, et comme vous le notiez à juste titre, il faut aussi laisser une marge de manœuvre aux spécificités réglementaires locales. Alors même si en Europe, on va dire 80-90% de la réglementation et des directives qui est transposée de manière similaire entre États membres, on a toujours ce petit delta qui vient faire la différence entre la législation des différents pays membres. Il faut laisser en fait cette marge de manœuvre, d'une part pour les établissements français, mais encore plus pour les filiales d'établissements non français, hein, et je suis bien placé pour le savoir, où la réglementation entre des dispositions qui seraient UK ou US par exemple et européennes constitue quand même certaines différences. Donc il faut avoir aussi cette marge de manœuvre, bien entendu la plus minime possible pour les raisons que Bertrand présentait à totalement juste titre, hein, que je partage totalement. Mais il faut aussi avoir d'un point de vue, on a notre superviseur ici, d'un point de vue réglementaire, il faut s'assurer aussi de bien couvrir les spécificités réglementaires locales qui sont applicables aux entités assujetties. Et que ce soit en France ou d'ailleurs dans les autres pays. Hein. Nos filiales succursales également doivent s'assurer que leur réglementation locale est bien couverte par les politiques qu'on déploie. Donc pour résumer, ce qui est important de votre point de vue à vous deux, c'est d'avoir une approche qui soit la plus serrée possible, parce que c'est la réputation de l'établissement, mais de garder un contexte. Tout à fait. Et de pouvoir s'y adapter. Quand on est dans le cadre d'un process KYC, on a la nécessité de collecter un ensemble d'informations. Et cette information, on peut la classer en deux catégories. C'est tout ce qu'on appelle entity data, et puis tout ce qui est données qui sont le résultat du screening, et donc qui visent à déterminer si certains individus ou certaines sociétés peuvent se trouver sur des listes de sanctions. Est-ce que ça peut être des personnes qui sont exposées politiquement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'articles de presse? Est-ce qu'ils sont sur des listes, de criminalité, etc., etc. Et puis, quand on parle d'entity data, il y a aussi toute une variété d'informations qui est absolument gigantesque. Je crois qu'il y a au moins 150 champs, 154 champs qui sont critiques, qui vont de l'adresse au secteur d'activité, etc. Et puis, dans cette notion de données, il y a aussi la structure des bénéficiaires. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avant cette présentation, c'est que c'est très important de savoir qui est votre client, et parfois c'est encore plus important de savoir qui est derrière. Et donc, les établissements bancaires en général font appel à des fournisseurs de données, ont leurs propres données, leur propre registre, leur propre master. Et souvent, quand ils font appel à des données extérieures, c'est pas forcément, la donnée n'a pas forcément une qualité homogène. Et donc, en fait, c'est un petit peu le challenge, Mustapha, que j'imagine qu'un certain nombre d'établissements, auxquels un certain nombre d'établissements sont confrontés. C'est comment allier qualité et agrégation pour pouvoir diminuer le plus possible le coût relatif à cette partie-là. Ouais. Alors c'est un point qui est très intéressant, mais je pense qu'il faut aussi recontextualiser la chose. L'établissement assujetti demeure, quoi qu'il en soit, responsable de l'intégrité de sa donnée. Ensuite, si on utilise des données qui proviennent de providers externes, qui d'ailleurs eux-mêmes ne sont pas assujettis, il faut s'assurer que le process d'externalisation, puisqu'on va parler d'externalisation, qu'on va utiliser des données, on ne va pas faire de publicité pour certains prestataires et fournisseurs, mais je pense qu'on a tous un peu les mêmes en tête. Il faut s'assurer d'avoir une bonne couverture, d'une part des risques, mais aussi des exigences réglementaires qui sont les nôtres. Donc, si on prend, comme vous le citiez,
des solutions qui sont utilisées pour le criblage sanctions. Il faut s'assurer que la couverture soit exhaustive, qu'elle prenne bien en considération les listes de sanctions qui sont applicables. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que notre superviseur en cas d'inspection aura joie de contrôler et s'assurer que c'est bien le cas à juste titre. Donc, encore une fois, il faut que les listes locales soient bien prises en considération dans l'outil de criblage, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas en cas d'inspection, c'est pour nous. C'est-à-dire l'assujetti demeure ultimement responsable en cas de défaillance d'un outil ou de non-couverture d'un risque en particulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser des outils externes. Je pense que la CPR, encore une fois, lorsqu'elle vient nous inspecter, elle ne va pas nous demander de choisir tel ou tel outil. C'est à nous de pouvoir lui présenter notre approche et de la rassurer, entre guillemets, dans la bonne couverture des exigences réglementaires auxquelles nous sommes assujettis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une solution, on fait des réconciliations, j'allais dire, pour nous assurer d'une bonne couverture. Je pense que c'est essentiel. On ne peut pas uniquement prendre une solution, la déployer, ne pas déployer de contrôle sur cet outil-là. C'est d'ailleurs dans les exigences réglementaires. Arrêté du 6 janvier 2021, articles 9 et 10, activités externalisées. On doit s'assurer qu'on a une bonne supervision en termes de contrôle des activités externalisées. Mais parfois, des établissements oublient que l'utilisation de ces outils-là, c'est aussi de l'externalisation. Ensuite, des réconciliations, des contrôles à déployer en notre sein. Le mieux, comme on le disait tout à l'heure pour les politiques globales, c'est d'essayer d'homogénéiser ça au sein du groupe. Encore une fois, quand on est maison mère en France et qu'on a des filiales et des succursales à l'étranger, enfin, surtout des succursales quand on va parler de sanctions, pas pour les filiales, mais les listes s'appliquent également. Donc les contrôles qu'on déploie peuvent également couvrir plusieurs entités d'un point de vue géographique. Donc je pense que le gain de temps, entre guillemets, donc de coût sous-jacent, sera plus sur une synergie au niveau groupe de ces déploiements-là, de ces utilisations d'outils et des contrôles afférents. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel, en tout cas, à mon avis, mais je pense que peut-être que Bertrand ou... Non, mais je pense que tu as tout dit et j'ai rien à ajouter. Très bien. Il y a un thème qui est de plus en plus dans l'air du temps, c'est la notion de PKYC pour Perpetual KYC. La première raison, c'est la nécessité d'un point de vue réglementaire de faire une revue régulière des clients, tant corporate qu'individuels, et également de leurs parties associées, à une fréquence qui est déterminée par le niveau de risque. Donc, en général, ce qu'on trouve aujourd'hui en France, c'est, on va dire que pour les clients qui sont considérés comme ayant un niveau de risque élevé, ça va être tous les ans, tous les 3 ans pour un risque moyen, tous les 5 ans pour un risque faible. Et donc, ça résout une partie, enfin, c'est une partie du problème. Mais l'autre problème, c'est que encore plus dans le contexte géopolitique actuel, on voit que les listes de sanctions, les listes de personnes exposées politiquement varient et changent de plus en plus. Et il peut y avoir plusieurs changements dans le cadre d'une même journée. Et donc les banques sont tenues de pouvoir relever ces risques, d'être au courant de cette information-là. Et donc ça implique tout un tas de questions en termes de gestion de cette information-là. C'est ce qu'on appelle les triggered events. Très simplement, un signataire chez un des actionnaires de 3e rang de mon client devient soudain le maire de sa ville. Personne exposée politiquement. Comment est-ce que je suis mis au courant de ce changement et comment est-ce que je le traite? Et plus particulièrement, comment est-ce que je suis capable d'en déterminer la matérialité? Est-ce que c'est un risque qui est vraiment matériel ou est-ce que c'est un risque qui n'est pas suffisamment significatif pour que cette information soit amenée vers un analyste et que je puisse la traiter automatiquement? Donc en fait, la question que j'ai pour vous deux, et peut-être à commencer par Bertrand, c'est est-ce que vous êtes capable, ou est-ce qu'en général les établissements bancaires sont capables de collecter ces informations, ces changements en temps réel? Et de la même manière, est-ce qu'il y a les outils qui permettent de déterminer si l'information peut être updatée automatiquement ou si elle doit être reroutée vers quelqu'un qui va manuellement regarder un peu plus en détail l'impact de ce changement? Alors, le perpetual KYC, c'est un peu le mot magique
du moment que beaucoup de consultants essaient de prôner notamment et de vendre aux banques. Quelques commentaires tout simples de ma part. On fait déjà, un peu comme M. Jourdain de la Prose, on fait déjà du perpétuel KYC, sans l'appeler de cette manière. De tout temps, lorsqu'on a une déclaration de soupçon, une réquisition judiciaire sur un client, on remet à jour le dossier client. Si, évidemment, il y a un événement sanction qui se produit, on le fait. La mise en place de filtrage continu sur les personnes politiquement exposées, qui s'est quand même largement développée ces dernières années sous l'impulsion de notre superviseur. L'équivalent qui est en train de se développer sur le screening des negative news ou des adverses médias sur nos clients nous conduit à le faire également. Donc ça, c'est le premier volet. On a déjà dans le processus KYC, on a déjà des éléments, des triggers qui nous conduisaient à remettre en question le caractère à jour de nos dossiers KYC. Et puis le perpétuel KYC aussi, parce que toutes les banques, évidemment, ont essayé d'être intelligentes et d'inclure au maximum les diligences KYC dans des processus commerciaux ordinaires. On le fait également de cette manière-là, c'est-à-dire voilà, on s'aperçoit qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu une copie de la pièce d'identité, qu'on manque d'informations, on profite soit de l'avenue du client dans l'agence, ce qui est de moins en moins le cas, évidemment, ou alors le fait qu'il sollicite un crédit particulier pour en profiter pour remettre. Voilà, donc le KYC mis à jour, renouvelé régulièrement. Voilà, on n'a pas attendu le concept de perpétuel KYC qui est en vogue depuis 3 ans maintenant pour le mettre en place. Alors après, pour faire un KYC, pour réussir un KYC, il faut être deux. C'est-à-dire, et notamment pour renouveler son client. Là, je me parle plus dans le cas de la revue que de l'onboarding, puisque par définition, perpétuel KYC, on est dans le cas d'un client qui a déjà été qui a déjà été onboardé au sein de la banque. D'ailleurs, ça, c'est un élément intéressant, parce que lorsque vous décidez de faire une campagne KYC, vous allez avoir tant de clients cette année, c'est quasiment impossible d'arriver à 100% en fin d'année. Ça, je ne sais pas, de ton côté, Moustapha, mais on a passé un peu de temps à l'expliquer à notre direction générale et à notre conseil d'administration, parce qu'effectivement, si le client, malgré vos multiples relances, ne vous répond pas, vous ne serez pas en mesure d'avoir un dossier conforme et de rentrer dans un processus, peut-être d'abord de restriction de l'accès aux services, et puis ensuite de sortie complète du client. Mais c'est vrai que, quand je dis qu'il faut être deux, je pense que le perpétuel KYC également, qu'on essaie de développer au maximum, que toutes les banques essaient de développer, c'est via ce qu'on appelle le self-care. De plus en plus, les clients ont accès à leur compte et à leur banque via le site internet de leur institution financière. Et effectivement, de pouvoir uploader régulièrement un document, au bout d'un moment, de commencer à restreindre l'accès aux services, l'accès au compte, pour montrer que si le client ne réagit pas, il va, à la fin des fins, la relation va diminuer, voire va s'éteindre complètement. C'est important. C'est pour ça que l'acquisition de données, pour moi, elle est effectivement vis-à-vis de fournisseurs externes, et je laisserai peut-être Moustapha compléter là-dessus. Mais le client lui-même est quand même la première source d'acquisition de l'information. Et effectivement, pour faire un perpétuel KYC complet, il faut être capable d'avoir des stimuli sur l'ensemble des données KYC. Vous évoquiez un changement de la structure actionnariale du client. Je pense qu'on y arrivera un jour, mais aujourd'hui, à ma connaissance, on ne dispose pas aujourd'hui des outils qui permettent d'avoir cet élément-là comme un trigger d'une revue KYC, comme peut-être le passage d'un client à un statut PEP, ou comme peut être le fait d'avoir capturé une information négative sur ce client. Alors, avant que vous répondiez, d'abord sur ce thème-là, je pense que ce n'est pas le sujet de la discussion, mais on pourra sûrement en parler parce que des solutions existent et sont utilisées par un certain nombre d'établissements de plus en plus. Mais au-delà de ça, ce qui m'interpelle, c'est cette notion de self-care. Parce que dans le cadre d'un client individuel, c'est assez naturel. Ça devient beaucoup moins naturel dans le cadre d'un client corporate qui ne va pas forcément vous mettre au courant de changements relatifs à son entité propre. Mais si dans la structure d'actionnariat, il y a une société qui a bougé son siège social de France en Angleterre ou en Biélorussie, ça ne va pas forcément rentrer non plus dans cette notion de self-care. Et c'est d'autant plus le cas que le changement est impactant. L'apparition d'une société, tout ce qui est adverse média,
Je pense qu'ils ne vont pas venir se vanter du fait qu'il y a des couvertures de presse qui exposent certains comportements corporate qu'ils ne devraient pas avoir trop régulièrement. En tout cas, ils ne vont pas s'en vanter. Et donc, si je comprends une partie de cette réponse-là, il y a aussi, je pense, la nécessité pour les établissements bancaires de pouvoir automatiser la recherche de changements. Je pense que je rejoins Bertrand, c'est-à-dire je pense que l'automatisation, on regarde d'ailleurs des premières slides que vous aviez projetées à l'écran sur le coût de mise à jour d'un KYC, c'est un objectif qui est commun, c'est-à-dire on cherche à automatiser. Mais j'en reviens aussi à la question d'avant, précédente, la donnée qui est utilisée, elle peut être opposable à l'établissement, c'est-à-dire on doit s'assurer de l'intégrité de la donnée qui est utilisée par l'établissement. Alors, il y a des sources et des outils qui existent, certes, mais là où je rejoins Bertrand, on ne peut pas non plus, à mon sens, je pense, tout automatiser non plus. Alors aujourd'hui, déjà, on a une réglementation en France, française, où on a certaines informations, arrêté du 2 septembre 2009, qui doivent être actualisées. Et on a aussi cette obligation de vigilance constante, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que tu as très bien couvert sur ce sujet-là. Donc il y a des choses qu'on peut automatiser, à mon sens, et il y a d'autres choses qui sont difficilement automatisables. Donc, tout ce qu'on peut automatiser, automatisons-le, entre guillemets, mais en nous assurant de l'intégrité de la donnée et de la source qui nous permettent d'actualiser le KYC. Ça, à mon sens, c'est le premier volet. Le deuxième volet, vous citiez à juste titre qu'aujourd'hui, les établissements suivent une fréquence définie pour la mise à jour de leur profil client, donc les revues périodiques, qui sont, je le répète assez souvent, une voiture balai. La règle, c'est l'obligation de vigilance constante. C'est-à-dire le profil est censé être actualisé tout au long de la relation d'affaires et on doit le démontrer à notre superviseur en cas d'inspection. Cette fréquence-là qui est définie donc, dans le Code monétaire financier, c'est l'R171-12, je crois, dans le Code monétaire financier. On ne définit pas de fréquence, on dit que ça doit être actualisé sous une fréquence qui suit l'approche par les risques de l'établissement. Demain, elle sera beaucoup plus stricte. C'est-à-dire avec le règlement LCBFT, on aura aussi cette notion de revue périodique, donc qui sera à minima d'1 an pour les clients à risque élevé et de 5 ans pour les autres clients. Voilà. Donc on aura toujours cette fréquence. Donc le perpetual KYC, oui, automatisé, oui, mais on aura toujours besoin de cette partie revue périodique, mais qu'on cherchera à alourdir le moins possible en allant automatiser le plus possible. Et encore une fois, en se focalisant sur l'intégrité de la source et l'intégrité de la donnée. Ça, je pense que c'est le point essentiel. Alors, on avait une question de Soufiane, justement, pour vous deux. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui Alors, pour ce perpetual KYC et quelle est votre expérience Je pense que ni moi ni Bertrand ne rentreront dans les détails opérationnels de ce qu'on a pu déployer au sein de nos établissements respectifs. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Il y a des API qui peuvent exister aussi avec des registres, j'allais dire, officiels et avec une donnée qui est assez propre, entre guillemets. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus, encore une fois, d'un point de vue réglementaire, ça c'est cadré, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les outils qu'on utilise dans le cadre de cette automatisation. Il y a la gestion des triggers, donc des triggers qui peuvent être générés automatiquement par nos systèmes. Donc le client qui change de domicile, qui va dans un pays à risque élevé, par exemple un client qui serait listé, un pays qui serait listé par le GAFI ou la Commission européenne, ça peut générer automatiquement un trigger event, comme tu le couvrez à juste titre. Donc ça va générer une petite alerte nécessitant ensuite la mise à jour du profil client. Donc voilà, il y a plusieurs process, plusieurs outils qui sont utilisés par les établissements. Je pense qu'on n'entrera encore une fois pas dans les détails très granulaires de nos établissements respectifs. En tout cas, il y a des solutions qui existent sur le marché, d'une part, et aussi des process en interne qui sont développés sur ces sujets. Peut-être compléter sur la deuxième partie de la question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu sur l'aspect matérialité. Matérialité. En fait, au sein du groupe Général, on a mis en place un système à double détente, c'est-à-dire on récupère l'information via les différents screenings, via la lecture des journaux, etc. Effectivement, on met à jour le dossier de cette information et on se pose la question de dire est-ce que cette information justifie en tant que telle une revue complète du dossier KYC. Donc il y a bien une analyse de la matérialité avec cette première étape liminaire qui est l'assessment de l'importance de cette information nouvelle sur le profil de risque du client, son évaluation et les diligences
complémentaire éventuel qu'il appelle. Et c'est la même chose en matière d'information négative sur les clients. On a une première équipe qui est centralisée, qui analyse la matérialité de l'information négative, qui élimine un certain nombre de choses qui peuvent apparaître de la rumeur, ou alors sur des faits qui n'ont des effets négatifs qui n'ont pas de lien direct avec la LCBFT. Et donc, l'analyse peut s'arrêter là, ou ensuite on considère non, c'est sérieux, il faut une investigation complémentaire, et on va rentrer dans une phase d'analyse plus approfondie. Et je vous rejoins tout à fait, parce que dans ce cadre-là, il y a des outils ou des process qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui est tout simplement le recalcul du risk score. Tout à fait. Parce que vous recalculez le risk score, si le risk score est identique ou inférieur, probablement il n'y a pas grand-chose à faire. S'il est supérieur, ça nécessite une analyse de faire une petite investigation. Et dans ce cadre, toujours qui tourne autour de la donnée, on a vu de plus en plus de solutions apparaître sur le marché qui visent à mutualiser ce sourcing en fait de données, alors c'est surtout pour tout ce qui est entity data, mais aussi screening data. Et donc ce type de société qui vise à offrir un service commun, et donc qui permettrait à chaque établissement bancaire de déléguer en quelque sorte leur process KYC à ces sociétés-là. Et donc je me tourne vers vous, Jean-Christophe, et est-ce que ce type de solution permet réellement aux banques de se dédouaner de leurs obligations? Alors, effectivement, on voit le développement de ce genre de solution. Alors, privé, oui, bien sûr, mais aussi public, peut-être pour commencer. Aujourd'hui, en France, il y a un fichier des comptes bancaires qui existe, qui va être développé dans l'Union européenne avec la nouvelle directive. Il y a le registre des bénéficiaires effectifs qui vont être interconnectés entre les différents États membres de l'Union. Voilà, donc il y a déjà des sources publiques qui existent. Après, pour les sources privées, évidemment, le régulateur est complètement neutre. Il s'agit juste qu'il soit conforme au règlement général de protection des données et conforme aux exigences de la CNIL. Je voudrais insister sur le fait que, peu importe l'outil choisi, que ce soit pour les listes de personnes politiquement exposées, les listes de sanctions, les negative news, il doit être intégré de façon cohérente dans le dispositif de l'établissement. Il ne s'agit pas d'empiler simplement un certain nombre de solutions sans en tenir compte avec son propre système. Il faut que ce soit vraiment intégré. C'est-à-dire qu'il faut que les données clients dont disposent les établissements soient dans les mêmes formats, soient bien compatibles, soient regardées de la même façon que ce que fournissent les éditeurs externes. Et voilà, donc c'est des choses très très importantes à regarder. Et alors, vous utilisiez le terme déléguer la connaissance clientèle auprès de tiers. Donc, non, la réponse est non. Il n'y a pas de délégation, il peut y avoir une externalisation, il peut y avoir de la tierce introduction, il peut y avoir de l'assistance sur certains points, mais au final, la responsabilité reste toujours sur l'établissement qui détient le compte. Voilà. Donc, la responsabilité reste toujours chez l'établissement. Et évidemment, toutes ces formes de mutualisation, publiques ou privées, elles vont dans le bon sens tant qu'elles restent compatibles avec les exigences de la CNIL, parce que ça permet d'avoir de l'information plus riche, plus à jour, à la fois sur les entités elles-mêmes, les clients, éventuellement sur leurs opérations, mieux les comprendre. Et puis, on en parlait un peu tout à l'heure, ça permet aussi d'éviter de redemander X fois au même client les mêmes informations. Donc, toutes ces exigences, toutes ces expériences de mutualisation vont dans le bon sens, amènent un plus, mais doivent rester quand même à la main de l'établissement qui doit être capable, ce que vous disiez tout à l'heure, de contrôler son prestataire. Très bien, je crois que c'est clair. Il y a un élément aussi qui est important, c'est que dans ce cadre d'utilities, comme on l'a dit précédemment, l'information peut être amenée à changer rapidement, c'est les triggered events, hein, et des données que nous, on recueille, à peu près 15 à 20% des données qui changent sont reliées aux triggered events et 8% sont matériels. Et donc, la vraie question, c'est quand il y a un pool, sur qui retombe la responsabilité de faire la modification pour le dernier changement de données qu'on a vu. Et là, je crois que malheureusement, la nature humaine fait qu'on va toujours compter sur l'autre. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu délicate. Alors, on a un certain nombre de questions qui arrivent et il y en a une qui est assez intéressante. Non, vous ne pourrez pas l'avoir à l'écran. C'est dans le cadre d'établissements qui offrent des prêts mais qui n'offrent pas de solution compte courant.
quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place ou qui doivent être mises en place. Et je crois que, de mon point de vue, il n'y a pas de différence significative, mais peut-être que vous avez un point de vue là-dessus. Donc on parle de société de crédit à la consommation, par exemple. Par exemple. On n'offre que des prêts, hein, c'est ça? Par exemple. Pour pas bien compris. Les diligences KYC initiales sont exactement les mêmes. Hein. Il n'y a pas de doute. Les seuls éléments où il peut y avoir peu de changement, c'est que dès lors que vous n'avez qu'une seule opération, c'est la surveillance AML au cours de la vie de la relation. Vous n'avez pas de relation de compte, normalement, avec ce client. Donc, c'est difficile de faire une surveillance de ses comptes, de ses activités. Même, on peut se poser la question du filtrage continu des PPE. Si le client, supposons qu'un crédit de consommation qui dure 2 ans, 3 ans, s'il devient PPE en cours de vie, qu'est-ce que vous allez faire de plus? Qu'est-ce que vous allez faire de l'information du fait que ce client a acquis le statut de style de PPE? Mais les diligences KYC initiales, sous votre contrôle, Jean-Christophe, il y a aucune différence. Oui, ce sont exactement les mêmes, tout à fait raison. Il faut peut-être revenir à la base de la lutte anti-blanchiment, qui est une approche par les risques. Là, on parle du cas où il y a un compte. Alors, évidemment, quand il y a un compte, c'est facile parce qu'on imagine très bien tous les risques qui sont associés au compte. L'argent qui provient de trafic, de fraude, etc., qui viennent alimenter le compte. L'argent qui sort de ce compte pour aller financer des opérations de terrorisme ou autre. Quand on parle de crédit à la consommation, quel est le risque? Alors, l'analyse nationale des risques de la CPR distingue le crédit à la consommation affecté, risque faible, parce qu'effectivement, il est lié très directement à l'achat d'un bien particulier. Le crédit à la consommation non affecté, c'est un peu différent parce que c'est une réserve d'argent qui peut être utilisable n'importe comment. Et donc là, on a un risque de financement de terrorisme qui a été documenté par Tracfin notamment, qui est assez fort. Et donc, oui, même quand on accorde un crédit à la consommation, parce qu'il y a ce risque-là, et donc c'est là-dessus que je voudrais insister, il faut bien avoir en tête le risque auquel on s'expose, qui est quand même la base de la réflexion de tout ce qu'on est en train de dire jusqu'ici. Oui, il y a bien un risque de financement de terrorisme en cas de crédit à la consommation. Oui, c'est un détournement, en fait, pour justement pour justement essayer de passer un petit peu sous le radar ou espérer passer sous le radar parce qu'il n'y a pas de mouvement de cash immédiat. Mais en fait, c'est juste un mouvement de cash qui est par échéance. Il y a aussi quelque chose, peut-être pour rebondir un petit peu sur un des points qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la réutilisation des données clients. On a aujourd'hui des cas de figure, c'est ce qu'on évoquait précédemment. On a des cas de figure où c'est le même client corporate en tant que grand nom qui peut être amené à avoir plusieurs activités dans différents de vos centres. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on peut imaginer que vous avez le signataire pour un de vos clients qui soit aussi le signataire d'une partie associée, qui soit également au bord d'un troisième de vos clients, etc. Et donc, dans quelle mesure vous êtes à même de réutiliser cette donnée? Et pour refaire le lien avec la partie PKYC, dans quelle mesure vous pensez être à même de pouvoir propager cette information quand, par exemple, un de ses clients devient un PEP ou quand un de ses clients travaille dans une société qui déménage et passe dans un pays sous sanction? Je pense que ça rejoint également le sujet de la mutualisation, sauf qu'on avait insisté sur la mutualisation hors groupe, entre guillemets. Là, on est sur la mutualisation intra-groupe, c'est-à-dire réutiliser les informations KYC, les informations d'identification et de vérification de l'identité du client, d'une autre ligne de métier vers une autre, par exemple. Mais c'est aussi cadré d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire quand on fait partie de la même entité juridique, je pense que c'est productif vis-à-vis de l'établissement, vis-à-vis de l'expérience client, pour éviter de redemander ce qu'on a déjà storé dans nos systèmes. Donc ça, c'est totalement permis, et je pense que dans tous les établissements, c'est fait. Hein. C'est-à-dire qu'on réutilise ce qui existe déjà au niveau de l'entité juridique. J'insiste un peu là-dessus parce que ce n'est pas forcément intuitif. Quand il s'agit d'informations qui proviennent d'autres booking centers, d'autres entités hors groupe, enfin du même établissement, mais pas, je vais citer un exemple d'HSBC Hong Kong, par exemple, on rentre quand même dans le cadre de potentiellement la tierce introduction quand même en intragroupe. Donc il y a quand même des vérifications, des exigences qu'il faut couvrir d'un point de vue réglementaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Je pense que, au regard de notre discussion, c'est un élément essentiel de pouvoir mutualiser,
mais toujours dans le respect des exigences réglementaires auxquelles nous sommes assujettis, que ce soit en hors groupe, avec l'externalisation comme vous le disiez, ou en intragroupe, avec aussi ces exigences en termes notamment de tierce introduction. C'est quelque chose qui existe. Et encore une fois, je pense qu'en plus de favoriser l'expérience client, ça favorise aussi la conformité, parce qu'avoir un même niveau d'information entre différentes lignes métiers d'un même établissement, d'une même entité juridique, c'est positif en fait, pour éviter que la ligne de métier private banking et corporate banking, si c'est des personnes qui sont le représentant légal, peut être aussi client à titre personnel au sein d'une ligne métier private banking, on a la même information à jour. Donc mutualisons, oui, je pense que c'est important et c'est ce qui est fait en pratique dans la majorité des établissements. Bertrand ? Alors, je pense que Moustapha a tout dit. Il y a notamment la contrainte que posent les pays qui font obstacle au partage de l'information. Il y a quelques grands pays dans le monde en termes de puissance économique qui sont dans cette catégorie, effectivement, et qui constitue là aussi une contrainte juridique, j'allais dire légale, à ce partage d'informations qui est souhaitable autant que faire se peut. Après, effectivement, ça nécessite souvent de bâtir des ponts entre les systèmes d'information, puisque en général, le système d'information, par exemple, de la banque de détail en France, qui peut héberger des grands comptes de grands clients français, n'est souvent pas le même que le système d'information de la banque de gros ou la banque wholesale. Voilà, donc il y a effectivement aussi des contraintes techniques qu'on peut lever, sous réserve d'investissement minimum, mais toujours sous la réserve des contraintes légales lorsqu'elles existent. Très bien, je vous remercie. Alors peut-être pour conclure, avant de s'attaquer à l'avalanche de questions qu'on est en train de recevoir, c'est juste très simplement le terme perspective et grands enjeux. Comment est-ce que vous voyez demain? Quels sont les challenges? Quels sont vos domaines d'inquiétude? Et puis quelles sont les voies de progrès que vous apercevez? Et peut-être en commençant par vous, Bertrand. Alors peut-être je retiendrai 3 mots pour répondre à cette question. Le premier, c'est la simplicité. Je pense que dès qu'on rentre dans le sujet des diligences KYC, dans l'importance des normes, la diversité des normes d'un pays à l'autre, comme on l'a dit, je pense qu'on doit vraiment avoir cet objectif d'essayer de simplifier au maximum. Et on revient à votre première question, qui est celle de politique globale, qui doit constituer, à mon sens, autant que faire se peut, la colonne vertébrale d'un dispositif LCBFT des établissements, avec bien sûr, ce que Moustapha soulignait très bien, le fait de ne pas oublier les contraintes et les spécificités locales, évidemment, mais avoir des politiques globales au maximum, ça nous semble vraiment, vraiment important. Deuxièmement, on ne peut pas parler aujourd'hui de KYC sans parler de technologie, notamment avec les contraintes de coûts qui pèsent de plus en plus et les contraintes de rentabilité. Vous n'allez pas me contredire, Fred, sur ce sujet. Donc la technologie, effectivement, il faut absolument qu'on y avance. Les technologies, on parlait effectivement de choses relativement simples, des API pour se connecter à un certain nombre de systèmes pour recueillir de manière régulière des informations qui peuvent constituer des trigger events pour la mise à jour du dossier KYC. Mais on pense aussi à l'IA générative, par exemple dans l'analyse des negative news. Sur nos clients, vous pouvez taper un nom, vous voyez 100, 200, 300 articles sur votre client. L'IA générative va nous être d'un grand secours. Un petit résumé, ça exactement. Non, mais ça va. Voilà. Donc, technologie, voilà. Et le troisième, c'est plus pour donner une réserve, c'est l'automatisation. Je pense effectivement que l'automation est liée à la technologie, mais d'une part, je ne suis pas sûr qu'on arrivera un jour à une situation où l'automatisation permettrait d'avoir un KYC processé de manière totalement automatique. Et à la fin des fins, on reste quand même, et Jean-Christophe le rappelait, dans une analyse de risque. Le KYC, effectivement, il y a des prérequis, il y a de la formation à collecter, mais à la fin, il y a une décision de risque. Vous onboardez le client, ou vous décidez de le maintenir, ou de l'offboarder. Donc voilà, donc automatiser les coûts, je crois que toutes les banques, on est soumis aux mêmes contraintes, donc on doit y aller. Voilà, mais n'oublions pas qu'à la fin, c'est une décision de risque. Et n'oublions pas l'intelligence humaine qui devra rester, in fine, en tous les cas, pour les clients les plus sensibles. Tout à fait. Non, je rejoins totalement Bertrand, c'est-à-dire l'automatisation
C'est un élément clé pour les établissements. Tu parlais à juste titre de la partie negative news. On passe aussi, et c'est de plus en plus le cas aussi, de toute la partie dispositif automatisé de surveillance des opérations, donc la partie transaction monitoring. Donc là, il y a aussi beaucoup de travail, je pense, qui est fait par les établissements sur ce sujet. Donc oui, c'est un volet qui est vraiment important. Ensuite, il y a les enjeux réglementaires aussi, donc, qui sont parfois positifs, avec la convergence qu'on va avoir au niveau européen avec le paquet LCBFT, mais il y a aussi des impacts là-dessus, où on en revenait aux moyens, où il y aura certains moyens qui devraient être alloués pour se conformer aux nouvelles dispositions. Donc, la France, on est assez bien loti, entre guillemets, parce qu'on a quand même une réglementation qui est assez élaborée par rapport à d'autres pays membres, mais il y a quand même des impacts qu'il va falloir assesser, qui auront des impacts aussi dans nos systèmes. Je pense aux nouvelles informations requises sur les bénéficiaires effectifs, par exemple, donc qui devront aussi être implémentés dans les systèmes, donc nouveaux champs dans les systèmes, investissement dans les infrastructures IT, etc., etc. Donc il y a aussi ce volet réglementaire avec ce nouveau paquet LCBFT qui, je pense, sera un enjeu plus ou moins conséquent en fonction des pays, en fonction des établissements, sur ce volet KYC. Jean-Christophe ? Alors, ce qui est rassurant, c'est que les grands enjeux et perspectives du régulateur sont à peu près les mêmes que celles qui viennent d'être exposées là. Effectivement, il y a l'impact européen, évidemment, et là, demain, il est déjà aujourd'hui, puisque le Parlement a voté le paquet de texte hier, donc c'est la plus grande actualité. 40 entités parmi les plus risquées qui seront supervisées directement, mais ça ne veut pas dire que la nouvelle autorité européenne se désintéressera du reste. Je pense que la supervision indirecte du reste, dans lequel il pourra encore y avoir des grosses poches de risque, sera assez importante et, pour le dire de cette façon-là, elle sera assez intrusive. Ce qui demandera beaucoup de reporting, beaucoup d'analyse, beaucoup d'outils, beaucoup de justification de ce que font les uns et les autres, les entités elles-mêmes et puis les superviseurs nationaux aussi. Et puis l'autre grand enjeu, c'est, vous l'avez tous les deux évoqué, c'est la quantité de données, le traitement de cette quantité de données, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Et alors pour répondre un peu par avance à une des questions qui est posée, encore une fois, la CPR est neutre en termes de choix d'outils d'intelligence artificielle d'utilisation. Il faut que le résultat soit cohérent et explicable. L'intelligence artificielle, elle peut donner des très bons résultats. Il faut qu'à la fois l'établissement qui l'utilise et nous soyons en mesure de comprendre je ne vais pas dire de choix, parce qu'au final, ce sera toujours une intelligence humaine qui prendra la décision, mais les propositions de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est en train de se mettre aussi à jour. S'assurer que ce n'est pas plus artificiel qu'intelligent, en gros. À peu près, oui. Alors, il y a une question, qui vient d'être posée et qui va exactement dans le sens de ce qu'on disait, c'est que quand on est un grand établissement bancaire, une partie des activités KYC est dans des zones qui sont nearshore ou offshore pour des questions de gestion de coûts. Et je crois que c'est à peu près le cas pour, en tout cas, tous les établissements bancaires français. Et quel est le point de vue de la CPR là-dessus ? La joie qui respire. Non, là encore, pour nous, que les établissements qu'on contrôle aient décidé d'externaliser à une filiale en Inde, en Afrique du Nord ou dans l'Europe de l'Est une partie du traitement du KYC, peu importe. On étend nos contrôles dans ces filiales pour aller vérifier que le travail est fait correctement, que ce sont bien les politiques du groupe qui sont mises en place par ces filiales. Nous, ça ne change pas grand-chose à nos contrôles puisqu'on peut étendre dans les filiales. C'est assez neutre pour nous. Et on a aussi un ensemble de questions qui sont relatives au thème suivant. On a beaucoup parlé de connaître son client. On a beaucoup parlé de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, par exemple, ou de temps en temps par voie de presse. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps un conflit avec la GDPR ? Là, on a parlé des grands enjeux stratégiques. C'est le grand enjeu juridique, ça. Alors, il est encore plus manifeste aujourd'hui, mais ça fait très très longtemps que la question se pose de protection des données versus LCBFT. Donc ça, c'est à peu près admis. Puis si on va un cran plus loin, lutte contre la fraude. Là, c'est moins facilement admis. C'est vraiment un sujet pour les CNIL européennes et nationales de se poser la question. Je pense que la question, elle se pose plus tellement en termes d'information d'état civil.
tout le monde est à peu près d'accord pour dire que mettre à jour la donnée sur un changement de nom de famille quand il y a un mariage ou un divorce, tout le monde est d'accord pour ce partage-là. Partage sur des informations négatives, c'est plus compliqué parce que quelle est la qualité, la véracité de ces informations négatives? Bertrand en parlait tout à l'heure, simple rumeur, fait vérifier, condamnation pénale avérée, droit à l'oubli, voilà, il y a toutes ces questions-là. Ça, c'est vraiment La une question différence entre le fait et le jugement. En fait. Exactement. Est-ce que Bertrand et Mustapha, vous considérez qu'il peut y avoir un avantage stratégique, compétitif pour une banque dans sa manière de gérer et d'optimiser les activités qui tournent autour du KYC? Il faut être, je pense, un tout petit peu plus précis sur la question. Je pense qu'on est tous assujettis aux mêmes exigences. Je vais faire une réponse qui est un peu bateau, je suis désolé. Mais on est tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires. C'est-à-dire ensuite, il faut définir une bonne approche par les risques. C'est-à-dire avoir une bonne approche par les risques, c'est aussi une meilleure allocation des ressources et des coûts sur la gestion des KYC. Et de l'expérience client. Et de l'expérience client, naturellement. On a parlé de la mutualisation aussi en intragroupe. Je pense que c'est aussi un axe de progrès au sein des établissements, surtout au sein de la même entité juridique. Réutiliser l'information qu'on peut réutiliser dans le cadre de la réglementation auquel nous sommes assujettis, c'est aussi un avantage, j'allais dire, compétitif, expérience client. On ne va pas redemander 15 fois la même pièce d'identité à la même personne si on l'a déjà storée dans nos systèmes via une autre ligne d'activité. Je ne sais pas si tu vois d'autres... Non, on fait sans doute comme HSBC et d'autres banques régulièrement des enquêtes de satisfaction client. Ouais. En tous les cas, pour les grands corporates, voire les PME, c'est clairement un facteur différenciant. Ouais, Donc je pense qu'on peut répondre oui, au moins pour une certaine catégorie de clientèle. La fluidité du processus KYC, le fait de ne pas demander 100 fois les mêmes informations, le fait d'avoir digitalisé le processus, etc. C'est quand même très important. Et j'imagine que pour les particuliers également, à la fin des fins, vous l'évoquiez, le nombre de clics qu'il faut sur une banque en ligne pour procéder à ces obligations KYC peut être, on peut penser effectivement également un facteur différenciant. Donc oui, il y a, me semble-t-il, cet élément. Donc l'avantage stratégique, il n'est pas tellement dans l'approche du KYC en termes de traitement et de gestion et d'obligations, mais plus en termes d'interaction. Et oui, et de processus. Et peut-être ajouter quelque chose alors, qui va aller dans le sens des banques, mais on voit de plus en plus de fraudes qui se réalisent au détriment des clients des banques par des fraudeurs qui ouvrent des comptes, alors en France à l'étranger, avec des fausses identités. Bien connaître son client pour la banque qui est le teneur du compte de la potentielle victime, c'est aussi une garantie de pouvoir détecter qu'une opération est atypique et protéger son propre client. Donc cette notion de connaissance du client, au-delà du perpetual KYC, etc., de savoir ce qui est normal ou anormal pour un client, c'est fait au départ à des fins de lutte contre le blanchiment, vérifier que l'argent qui entre ne vient pas d'un trafic, n'est pas illicite, mais ça peut aussi servir, et je pense que vous le faites de plus en plus, à protéger le client de l'argent qui sort. Tout à fait. Un tout dernier point peut-être avant de clôturer ce débat. En relation à ce que vous venez de dire et en rebondissant sur ce que Mustapha a évoqué il y a quelques minutes, vous stockez beaucoup de documents clients. Et donc la question qu'on a vu reformuler 2 ou 3 fois différemment, c'est quid en termes de cybersécurité? Comment en fait vous vous protégez pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuite pour ces documents qui sont communiqués par vos clients? Et ce n'est pas une question facile. Hein, Je pense qu'on a tous un peu les mêmes recettes. Hein. Je pense que la protection des données clients et des documents qui sont storés, que ce soit au niveau des systèmes ou au niveau des dossiers partagés, c'est un sujet clé hein, qui est pris très au sérieux par l'ensemble des entités assujetties. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ça peut être du cryptage de données, ça peut être une limitation des accès au système ou au dossier. Cryptage de documents. Donc oui, je pense que c'est pas nouveau. Ça a toujours été pour les établissements un point essentiel. Protection des données, éviter la fuite des données clients. Le vol de données clients, c'est pas nouveau, hein, je pense. Je pense que c'est pareil côté SG. Oui, non, les données clients avec les données financières, évidemment, les tenue de compte font partie de l'information la plus sensible que toute banque détient.
Et donc, voilà, dans la hiérarchie de la qualification des applications, des outils de la banque, effectivement, c'est ceux qui font l'objet d'une priorité absolue en termes de protection contre les cyberattaques. Je vous remercie. Un dernier mot, chacun de vous, en 10 secondes, 20 secondes. Le point qui, pour vous, est le plus important et l'inquiétude peut-être qui est la plus forte dans ce domaine-là, dans cette capacité à toujours répondre à cette dualité qui est la conformité et l'amélioration des process et la diminution des coûts. Pas d'inquiétude? Peut-être pour moi, enfin, l'élément clé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la qualité de l'information, quelle que soit sa source, enfin, multiple au sein du groupe, entre établissements avec des acteurs privés, donc qualité de l'information. Et puis la crainte, c'est qu'on perde un peu le sens de tout ça à force de rajouter des couches. Vraiment, le sens de tout ça, c'est quel est le risque ? Qu'est-ce que mon client peut être amené à faire d'illégal? Qu'est-ce que je peux voir et dans quelles conditions je dois faire une déclaration à Tracfin? Tout l'objectif de tout ça est bien à la fin de faire une déclaration à Tracfin. Je rejoins totalement le sujet de l'intégrité de la donnée. Quand on va partir sur de l'automatisation, quand on va partir sur de la mutualisation, le point essentiel, c'est que la donnée qui rentre soit propre, entre guillemets, garbage in, garbage out. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui rentre ce soit contrôlé, pour que tous les dispositifs de surveillance automatisés, tout ce qu'on met en place pour le PKYC, ça fonctionne bien. Donc la qualité de la data et sa protection, je pense que c'est un élément qui est clé. Plus largement, donc au regard de cet échange qu'on a eu, je pense que l'essentiel, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'échange, partenariat, les PPP, quoi. C'est-à-dire à la fois avoir une vision, les échanges qu'on a eus et qui sont très instructifs entre le secteur public et le secteur privé pour nous assurer d'un côté comme de l'autre, les contraintes et les besoins sont bien couverts et que les échanges sont aussi riches que ce qu'on a pu avoir aujourd'hui. Très bien, écoutez, je tenais à vous remercier tous les trois. Je crois que c'était bien. C'était en tout cas très agréable de pouvoir avoir une vraie discussion, pas forcément toujours très encadrée par un format. Et donc, c'était pour ça très agréable. Pour avoir plus d'informations, pour revoir ce webinaire, pour avoir accès à un certain nombre d'études que Fenergo a pu réaliser, je vous invite à vous connecter sur fenergo.com où vous trouverez une masse d'informations et une masse de données. Et puis encore une fois, je vous remercie. Merci. Merci.